Connectez-vous. On va discuter un tout petit peu. C'est fait, mais je vais porter les verres. C'est très important, mes frères. J'adore. Comme ça, ils vont avoir peur de nous. Connectez-vous, connectez-vous. Excusez-moi, accordez-moi une minute. Voilà. Connectez-vous. Partagez la vidéo dès maintenant. Partagez la vidéo dès maintenant. Partagez-la s'il vous plaît. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. On va sérieux utiliser. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froissé, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari 2O. Voilà. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore aujourd'hui de Arafat Digue et sa famille. C'est très important, mes frères et sœurs. Avant d'arriver sur sa mère, j'aimerais d'abord aller de pas à pas concernant le staff d'Arafat, concernant les Chinois d'Arafat, concernant les fans d'Arafat. On va parler d'eux. C'est très important, mes frères. Si Arafat Digue est mort aujourd'hui, je pense que cela devrait servir de leçon aux autres artistes ivoiriens et même, pourquoi pas, africains. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais parler de chaque commune en Côte d'Ivoire. Vous savez, les maires de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas responsables. Les maires en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas pourquoi le peuple les a mis là-bas. Les ont mis là-bas plutôt. Ils ne savent pas pourquoi le peuple, ils ne savent pas pourquoi le peuple les a mis là-bas plutôt, excusez-moi. Ils ne savent pas pourquoi le peuple les a mis là-bas. C'est des gens, ils battent campagne, ils expliquent leur projet au peuple. Une fois élus, ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Mais vous savez, le président de la République, il ne peut pas tout faire. Quand les gens veulent faire leur manifestation, ils demandent d'abord l'avis du maire. Si le maire accepte, est d'accord pour que la manifestation se déroule dans sa ville ou dans sa commune, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Mais pourquoi ces mêmes maires, ils sont irresponsables lorsqu'il s'agit de la conduite dans leur commune ou dans leur ville? Question. Le maire du plateau, là, il est là. Le maire de Cocody, il est là parce que Angré n'est pas une commune. Angré fait partie de la commune de Cocody. Donc, Angré est un quartier de Cocody, si je ne me trompe pas. Donc, nous savons qu'à Cocody, il y a un maire. Il y a un maire qui a été élu par le peuple de Cocody. Donc, ce maire, il doit mettre des règles sur pied pour dire dans ma commune, là, tu ne peux pas monter sur une moto si tu n'as pas de casque. Tu ne roules pas ta moto dans ma commune, ou moi, je suis maire, si tu n'as pas de casque. Tu ne peux pas monter dans une voiture et conduire si tu n'as pas porté ta ceinture de sécurité. Tu ne peux pas conduire une voiture en état d'ivresse. C'est-à-dire, si tu as bu l'alcool, tu n'as pas le droit de monter dans une voiture. Si tu as bu l'alcool, tu n'as pas le droit de monter sur une moto. Mais non, ces gens-là, ils ne mettent pas ces principes, ils s'en foutent, ils sont maires, ils ne savent même pas pourquoi ils sont maires, ils ne mettent pas de l'ordre dans leur commune, dans leur ville, et ils sont là. Les gens roulent n'importe comment, les gens conduisent n'importe quoi, comment, les gens font des accidents n'importe comment, et bon, ça suffit. Prochaine élection, oui, votez-moi, mais on te vote là, tu fais quoi? Quelle est la première sécurité pour ce peuple qui est là-bas? Les gens qui y vivent, est-ce que tu mets tout en place pour garantir la sécurité de ce peuple ou bien les habitants de là-bas? Non, ils ne font pas ça. Voilà des gens qui ne sont pas responsables, qui sont inconscients de leur rôle qu'ils devraient jouer. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont maires. À un moment donné, je pense que l'autorité ivoirienne devrait interpeller chaque maire, même si ces gens-là ont été élus de façon démocratique, et que le pouvoir en place n'a pas de pression sur eux. Mais je pense que le gouvernement devrait faire un effort pour les interpeller, pour dire, le peuple vous a mis là-bas, là. Ce n'est pas pour décorer ces bâtiments.
Ces mairies-là, ce n'est pas pour décorer là-bas. Vous devez mettre un dispositif de sécurité sur pied. Donc, dans chaque commune, dans chaque ville, le maire devrait faire un effort pour déployer des policiers partout, pour ne pas que les gens viennent voler, pour permettre la bonne conduite sur les voies, pour assurer aussi la garantie et la sécurité du peuple. Maintenant, ils ne font pas ça. Mais réveillez-vous, à partir de maintenant, faites ça. Parce que si cette sécurité était sur pied, je pense qu'Arafat Digue n'allait pas mourir. Et d'ailleurs, c'était une grande fête. Je dis bien une fête, parce que c'était la grande Tabaski, la fête des musulmans. Mais une grande fête est dans une grande commune. Quand on dit Cocody, une grande commune où c'est-à-dire tous les riches de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas. La majeure partie des grandes personnalités sont là-bas, dans cette commune. Mais si cette commune n'a pas de sécurité, s'il n'y a pas un dispositif de sécurité sur pied, mais imaginons les autres communes où il n'y a pas de riches. Mais les gens, ils vivent comment là-bas? Mais c'est le désordre. Je comprends maintenant pourquoi les microbes, ils font n'importe quoi là-bas. Je comprends maintenant pourquoi les microbes, ils sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Parce que là où les riches sont, il n'y a même pas un dispositif de sécurité. Les policiers ne surveillaient pas les rues. Qui conduisait bien, qui ne conduisait pas bien, non, ils s'en foutaient. Mais imaginons, allons-y à Bobo, allons-y à Yopougo, allons-y à Koumassi, mais là-bas, c'était la merde. C'était le chaos total. Et je pense que ce même jour-là, cette fête de Tabaski, je pense que d'autres sont morts. Mais c'est parce que ces gens-là ne sont pas des stars, donc on n'a rien appris. On ne sait rien de leur cas. Mais comme Arafat est une star, voilà pourquoi les Ivoiriens et les Africains ont su que ce jour-là, il y a eu quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui a fait... Mais quand moi j'analyse bien les circonstances, je pense qu'Arafat est mort sur place. Ce n'est pas à l'hôpital qu'il est mort. Parce que là où il a fait l'accident, d'ici, un secours va venir. Mais et je me demande aussi, à Cocody, là-bas, il n'y a pas chute de Cocody. Nous savons tous qu'à Cocody, il y a un chute. Il y a chute de Trècheville, il y a chute de Cocody, il y a Yopougon, il y a chute. Mais quelqu'un, il fait accident à Cocody même. Il y a chute là-bas. Un chute doit travailler 24 heures sur 24 heures. N'est-ce pas? Et dans chaque chute, il doit avoir des ambulances. Donc, je suppose qu'il y avait des ambulances dans ce chute de Cocody là. Mais où étaient passés les ambulanciers? Où étaient passées ces ambulances? Donc, ces docteurs qui travaillaient dans ce jour-là, ils étaient incapables. Ils étaient incapables de venir porter secours à un être humain en danger. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient là-bas dans leur chute, dans leur laboratoire. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils fabriquaient là-bas. Il fallait attendre des pompiers qui allaient quitter à Bobo, je dis à Bobo, à Djamé, pour venir porter secours à quelqu'un qui souffre à Cocody, où il y a un grand hôpital, pour ne pas un grand CHU, où il y a tous les médecins de Côte d'Ivoire, ils sont surchargés là-bas, il y a des véhicules, les ambulances et tout, ils n'ont pas été capables de venir. Mais quand tu fais un accident et qu'il y a une ambulance quelque part, on met des médecins dans l'ambulance, et quand les ambulanciers viennent, ils te prennent, les médecins te soignent d'abord déjà en cours de route, jusqu'à ils t'amènent à l'hôpital, ou bien ils t'amènent dans une clinique, mais ça n'a pas été le cas d'Arafat. Mais on veut savoir, parce qu'il y a un grand hôpital à côté, il y a des ambulances à côté, mais il fallait attendre des pompiers qui allaient quitter à Djamé pour traverser, je ne sais pas, je ne sais pas comment on appelle ça, des embouteillages jusqu'à venir. Voilà aussi des pompiers qui n'ont même pas d'hélicoptère. Dans un grand pays où on dit Côte d'Ivoire émergent. Hélicoptère, il n'y en a pas. Mais l'État doit doter ces gens-là des matériels nécessaires pour pouvoir faire leur travail. Maintenant, ils n'ont pas d'hélicoptère. Mais nous savons que les voies ne sont pas assez. Toujours, il y a des embouteillages. Donc, si une maison brûle là-bas, on dit, bon, il y a une famille dans une maison, ça y est en feu. Et que ces pompiers doivent aller, alors ils vont attendre jusqu'à ce que l'embouteillage se termine pour aller apporter ses coups. Mais c'est que ces gens-là sont déjà morts. Or, s'il y a un hélicoptère, des pompiers là-bas, ces gens-là, ils peuvent arriver sur place et sauver ces gens-là qui sont en danger. Maintenant, côté feu là, bon, ils pourront trouver une autre solution pour éteindre ça. Maintenant, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de moyens. Et vous voulez que le pays avance comme ça et on appelle ça émergence. Je pense que le gouvernement ivoirien doit revoir sa politique. Parce que ça là, non. Ça là, non. Imaginons, en Côte d'Ivoire, on dit une grande commune, Cocody. Parce qu'Angré est intégré à Cocody. Angré, c'est Cocody. C'est un quartier de Cocody. Si quelqu'un n'a pas été sauvé là-bas, imaginons les autres villes. Est-ce que c'est là-bas que quelqu'un va être sauvé?
Imaginons que tu tombes sur une moto, tu es une star, tu tombes dans une autre ville. Pompier n'a même pas hélicoptère. Pompier va quitter Abidjan parce que dans les autres villes, il n'y a même pas pompier, mes frères. Pompiers, là, il y a 3 bases de pompiers en Côte d'Ivoire. Abidjan là-bas, ils sont là-bas. Et dans des coins, il y a Makori, parce que je sais où ils sont à Makori là-bas. Il y a Djamé, à Djamé, on sait où ils sont. Maintenant, il y a Yopougon. Bon, les autres communes n'ont même pas de pompiers. Imaginons les autres villes, il n'y a même pas de pompiers là-bas dans les autres villes. Là. Non, non, non. C'est-à-dire, si une maison prend feu là-bas, mes frères, débrouillez-vous. Personne ne va venir éteindre si ce n'est pas vous-même. Si vous êtes en danger, personne ne va venir vous sauver si ce n'est pas vous-même. Et c'est ça là on appelle émergence. C'est ça l'on appelle émergence. Je pense que le gouvernement ivoirien devrait revoir ce côté-là. Revoir ce côté, cette politique. Revoir ça. Maintenant, les fans d'Arafat. Vous, les fans d'Arafat, vous êtes à la base de la mort de votre président. C'est-à-dire, les Chinois eux-mêmes, ils sont à la base de la mort de leur empereur. Parce que moi, je vais l'appeler empereur, je ne vais pas l'appeler président chinois. C'est un empereur de la Chine populaire ivoirienne. C'est très important. Vous avez été à la base de sa mort. Aujourd'hui, vous accusez des gens moulins de Bordeaux, vous insultez, mais comme ceci, cela. Non, n'insultez pas les gens. Arafat lui-même, il n'était pas saint. Arafat, c'est quelqu'un aussi, il était arrogant. Il ne faisait pas du cadeau aux autres. Il insultait les autres. Lui aussi, il les menaçait. Donc, les autres aussi, ils avaient le droit de riposter. Et ils étaient dans une bonne guerre. C'était la guerre, une confrontation. Une confrontation. Donc, chacun était campé sur ses positions. Donc, eux, ils ne savaient pas qu'Arafat allait mourir. Donc, ce n'est pas parce qu'il est mort, vous allez les accuser que non, de tous les mots, ils sont mauvais. C'est eux qui ont tué, ils n'ont pas tué Arafat. Hein. Ils étaient dans une bonne guerre. Une guerre musicale, mais pas une guerre de coups de poing. Il faudrait que les gens le sachent. Parce qu'Arafat lui-même, il n'était pas sain. C'était quelqu'un aussi, il était arrogant. Et beaucoup de personnes, moi-même, j'ai fait aussi des vidéos pour dire Arafat, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais le problème, le danger, c'est que les Chinois l'ont encouragé. C'est-à-dire les fans d'Arafat encourageaient toujours Arafat. Ils disaient à Arafat que tu es plus fort qu'eux. Donc, il ne faut pas les respecter. Même si Arafat manquait de respect à ses collègues artistes, à quelqu'un, à une fille, eux, ils disaient toujours que ces gens-là, eux, ils n'ont qu'à venir s'excuser. Et qu'Arafat n'allait jamais s'excuser. C'est-à-dire, eux, ils encourageaient Arafat de ne jamais s'excuser. Et que ce sont les autres qui n'ont qu'à venir s'excuser. Bon, les autres aussi. Eux, ils ne voulaient pas aussi s'humilier, ils ne voulaient pas aussi s'excuser. Et ça restait comme ça. Ça devenait des guéguerres entre eux. Ça devenait des guéguerres entre eux. Parce que l'autre ne veut pas s'excuser. L'autre aussi, il dit, bon, il ne s'excuse pas. Moi, j'ai raison, il ne veut pas s'excuser. Moi aussi, je ne veux pas. Donc, c'est ça, c'est cette division. Donc, la Chine populaire encourageait leur leader pour dire, tu es le meilleur. Faut même pas, tu es le meilleur, tu mets bras sur la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, eux tous, ils doivent te respecter. Même si tu n'as pas raison, il faut te maintenir sur ta position. Et les gens l'encourageaient. Les gens l'encourageaient. Quand on disait à Arafat, c'est pas comme ça on conduit. Ceci, cela, ce sont les mêmes là qui viennent insulter, mais comme des gens. Tais-toi, tu as quoi? Va te nourrir d'abord. Et tout. C'est-à-dire, ils ne voyaient pas le bon côté des critiques. Quand on critiquait leur leader pour dire ce que tu fais, ce n'était pas bien, ils étaient les premiers à défendre leur leader sans même dire à leur leader, sans donner des conseils à leur leader. Ils étaient les premiers à insulter ceux qui critiquent. Mais attendez, dans la vie, là, je vais vous dire une seule chose. Quelqu'un qui ose te critiquer, quelqu'un qui ose te dire la vérité, c'est quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui ne veut pas te critiquer et qui accepte tout ce que tu lui dis. Et puis il remet la tête, il dit, et si tu penses que c'est un respect, mon frère, lui là, c'est ton diable qui est à côté de toi. Parce que tu sois dans l'erreur, que tu sois sur la bonne voie, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Que tu meurs ou pas, lui, il s'en fout. C'est-à-dire, tu es dans l'erreur, il dit oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, il dit oui. Or, quelqu'un qui ose te critiquer, qui te dit ce qui n'est pas bien, ce que tu fais et qui voit, il faut l'accepter. Il faut dire, ah, est-ce que ce qu'il dit là, il n'y a pas une part de vérité là-dedans? Mais si tu vois tout en mauvais, tout en mal, mon frère, ce n'est pas bien. Mais les Chinois, ils voyaient tout en mauvais. Ils voyaient tout en mal. Quiconque critique Arafat, c'est comme si la personne les avait critiqués, c'est comme si la personne leur déclarait la guerre. Ils vont insulter ce dernier, ils vont insulter, je dis cette dernière. Ils vont menacer cette dernière parce que tu as critiqué leur président.
Or, votre président n'était pas un saint. Il n'était pas un Dieu pour connaître tout. Votre président a été un être humain. C'est un être humain comme tout le monde. Il peut se tromper, il peut faire des erreurs. Donc, un être humain, même si tu es intelligent, il y a des moments où tu fais des erreurs. Donc, quand on te fait des reproches, il faut aussi te remettre en question pour dire, ah, est-ce que ce qu'on me dit là, ils n'ont pas raison? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Même si tu t'es défendu devant les gens, mais quand tu seras seul, il faudrait que tu réfléchisses sur ceux qui t'ont critiqué. Mais non, les Chinois n'ont jamais voulu ça. Ils n'ont jamais voulu ça. Ils n'ont jamais conseillé Arafat Didier. Ils ont toujours encouragé Arafat Didier dans ses bêtises. Et ce sont les mêmes Chinois là qui ont dit à Arafat Didier, qui l'ont encouragé à aller faire, je ne sais pas, un jeu dangereux, démonstration de trucs de moto. Est-ce que vous êtes normaux, vous là? Et aujourd'hui, vous cherchez des gens, vous mettez vos propres bêtises sur les autres artistes. Jamais. On ne peut pas accepter ça en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Vous êtes à la base de la mort de votre propre leader, votre propre empereur. Il faudrait que vous le sachiez. Ne cherchez pas des boucs émissaires pour dire non, c'est Moulin, c'est de Bordeaux, c'est ceci, c'est Mamie, c'est Loto, c'est ceci, c'est sorti. Non, 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 c'est pas Mamie, c'est pas Mamie, c'est pas Loto. Est-ce que vous avez compris? C'est vous qui êtes responsable. Il faudrait qu'on se dise les vérités dans ce pays-là. Il faudrait que les Ivoiriens se respectent. Est-ce que vous comprenez? Mola n'a rien à voir là-dedans. C'était une guerre. Est-ce que quand Arafat insultait Assalfo, vous les Chinois là, vous n'avez pas encouragé Arafat? Mais Assalfo a été clair. Il fallait qu'il vienne faire une vidéo pour dire lui, il n'a pas verrouillé Arafat et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Et qu'il ne fallait pas que Arafat, on le voyait comme son ennemi. Il a expliqué les choses et il a mis les choses au clair. Mais si Assalfo ne venait pas faire une vidéo, aujourd'hui, je sais que les gens, ils allaient dire Assalfo, tu es un sorcier, tu as tué Arafat. Ils allaient dire les mêmes choses. Mais quand votre Daïchikan, il était en erreur, et qu'il accusait les autres, ou bien il les clashait, il faisait des vidéos, est-ce que vous avez pris un instant, un moment, pour dire, un instant plutôt, pour lui poser des questions? Mais Arafat, pourquoi c'est toi seul les gens ils combattent? Est-ce que c'est à cause de ton talent? Ou bien tu as un autre comportement, ou bien tu les frustres? Qu'est-ce que tu leur as fait? Est-ce que tu n'envoies pas des messages privés pour les insulter? Qu'est-ce que tu fais? Et puis ils te combattent. Toujours c'est toi, toujours c'est toi. Mais tu n'es pas le seul artiste brillant en Côte d'Ivoire. Les Magic System, ils brillent. Les Gagay, Alphonse Blondy, ils brillent. Hein? Les Tiken Fakoli, ils brillent. C'est des artistes internationaux qui sont reconnus, qui sont respectés partout dans le monde. Et là où ils partent, vraiment quand il y a un concert de Gagay, Alpha Blondie, mais c'est rempli. Quand il y a concert de Tiken Gas, c'est rempli. Quand il y a concert de Magic System, c'est rempli. Pourquoi les gens ne les combattent pas? Et puis c'est toi seulement Arafat, les gens ils combattent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le vrai problème. Vous n'avez jamais posé ces questions à Arafat, mais vous l'avez toujours encouragé dans ses bêtises. Il fallait que Assalfo fasse une vidéo pour expliquer les choses. C'est là les gens, beaucoup ont compris. Ceux qui ne comprenaient pas, qui pensaient qu'Arafat avait raison, c'est là ils ont compris que donc Assalfo n'avait rien à voir là-dedans. Et Magic System, c'est-à-dire Assalfo a été clair. Ils disent tu es ton propre ennemi. Tu es ton propre, hein? Tu es ton propre ennemi. Et que si tu ne changeais pas, tu allais cogner des murs, tu allais cogner des murs. Et que lui, il n'avait rien à voir là-dedans. C'est là les Ivoiriens ont compris et les Africains ont compris. Sinon, tout le monde pensait que Arafat avait raison sur cette histoire de Magic System. Et particulièrement à Salfo. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les autres, malheureusement, ils n'ont pas, Moula n'a pas fait de vidéos pour expliquer réellement ce qui se passait. Peut-être aujourd'hui, vous l'en voulez. Mais si réellement il fait une vidéo pour expliquer clairement les choses, vous allez être surpris pour dire, ah donc Arafat, il disait, mais il n'avait pas raison. Vous comprenez? Ne donnez pas toujours raison à votre leader parce que vous l'aimez. À un moment donné, quand quelqu'un n'a pas raison, mais il faut lui dire qu'il n'a pas raison. Quand il a raison, tu lui dis qu'il a raison. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un et qu'il est dans le faux, tu vas l'encourager parce que tu es amoureux ou amoureuse de la personne. Non, c'est pas comme ça le monde fonctionne. Et quel que soit l'amour que tu portes pour un individu, quand l'individu a tort, ose au moins une fois pour dire à cet individu que tu as tort. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que faut pas que les gens accusent les autres. Maintenant, on va revenir sur Tina Dramoun, la mère de Didier Arafat. J'aurais appris qu'elle voulait chasser la petite amie de Didier Arafat, c'est-à-dire la fille qui porte l'enfant de Didier Arafat. Tina Dramoun
aurait voulu que cette dernière quitte la maison où Didier Arafat vivait, parce que c'est là-bas elle reçoit les invités en ce moment. Elle avait voulu que la fille quitte la maison. Mais attendez, voilà pourquoi ma première vidéo, j'avais clashé cette dame. Vous avez dit non, il fait trop chaud et que la plaie est fraîche. Faut pas, on va taper là-bas, mais la plaie est fraîche. Et puis, elle voulait mettre la fille au dehors. Est-ce que Didier Arafat, s'il était là, il allait accepter que sa petite amie soit mise à la porte par sa mère? Est-ce que vous pensez qu'il allait accepter? Il n'allait jamais, même dans son rêve. Elle ne pouvait jamais oser dire à la petite amie de Didier Arafat, sort. Parce que chasser cette fille, c'est comme si elle chassait la femme plus l'enfant de son propre fils. Elle chassait sa petite fille. Est-ce que vous comprenez? Et si vous remarquez bien, cette fille n'est pas toujours à côté de la mère de Didier Arafat. Normalement, la femme que Didier Arafat a laissée, elle devrait être aux côtés de Tina Glamour pour qu'on les salue ensemble. Mais non, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que les deux ne s'attendent pas. Les deux ne s'attendent pas, donc elle n'est pas à côté. Et on ne la voit même pas. C'est Tina Glamour, tout le monde voit. Mais n'oubliez pas aussi que cette fille, elle a supporté les caprices de Didier Arafat. Didier Arafat, c'était quelqu'un qui était un peu truc, hein. Il était dur, il était difficile, il était éveillé et tout. Avec tout ça là, la fille a pu le supporter quand même. Hein. Il faudrait que les gens prennent conscience parce que c'est pas facile de vivre avec Didier Arafat. Même ses propres potes, ils leur donnaient coup de poing quand même. Donc imaginez combien de fois la fille a souffert. Imaginez peut-être il frappait la fille. Ah oui, mais quand même elle a supporté. Quand même elle a fait un enfant pour lui. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas oublier cette fille. Ceux qui viennent saluer Tina Glamour, j'aimerais interpeller ces gens-là parce que moi, je ne suis pas sûr à 100% que cette dernière, si vous lui donnez tout, c'est les dons que vous donnez là, si vous lui donnez tout là, elle puisse réellement partager ces dons-là de façon équitable, en donnant aussi les mères des enfants d'Arafat et aussi les enfants d'Arafat. Je ne pense pas. Peut-être elle va s'asseoir sur l'argent pour faire ce qu'elle veut. Parce que n'oubliez pas, moi ce n'est pas un manque de respect, mais je dis ce qu'il y a. N'oubliez pas que cette dame, Tina Glamour, elle a toujours haï son fils. Elle a toujours eu la jalousie envers son fils. Il faudrait que les gens sachent cela. Elle a toujours jalousé envers sa fille. La jalousie l'a rongée. Parce que son fils était à un sommet pas possible. Et pourquoi elle n'avait pas eu cette gloire? Et puis c'est son fils qui a eu cette gloire. Donc elle haïssait son fils. Elle n'aimait pas. Et puis elle combattait son fils à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause d'argent, elle n'aimait pas la tête de son fils. Parce que pourquoi son fils ne lui donnait pas tout l'argent? Et puis il donnait ça à ses amis. Mais ce que les gens oublient, un enfant ne peut pas changer d'un moment à l'autre. Qui a fait son enfant et puis son enfant le déteste? Ou bien son enfant la déteste? Qui parmi vous? Est-ce que vous les femmes qui êtes là, vous avez mis un enfant au monde qui vous déteste autant, qui ne veut pas vous voir? Ça dépend de votre passé. Qu'est-ce que vous avez fait l'enfant? Et puis l'enfant, c'est-à-dire, il vous bannit, il vous haït, il ne veut plus vous sentir. Est-ce que quelqu'un allait basser l'enfant? Non, ce n'est pas une histoire de base. Mais dans son enfance, qu'est-ce que vous avez fait subir l'enfant? Question. Tina Glamour chantait. Normalement, dans une famille, quand un père prend une chicotte pour frapper son enfant, la mère, elle doit s'imposer. Elle doit s'interposer pour dire, laisse mon enfant tranquille. Une mère, c'est un individu qui défend toujours ses enfants. Même la poule défend ses poussins. N'importe quel animal, la chienne défend ses chiots. La lionne défend ses lionceaux. Hein? La tigresse défend ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais en plus forte raison, une mère, tu vis avec un homme et ton homme porte main à ton enfant. Il marche sur ton enfant. Il piétine ton enfant. Il frappe ton enfant et tu es incapable. Et tu es incapable de t'imposer pour dire à ton mari, laisse mon enfant. Mais Arafat l'a dit dans une vidéo. Il a dit il a quitté la maison familiale pour aller dans les rues parce que tout simplement, il partait à l'école. Il fréquentait encore.
Ils avaient payé ses fournitures et tout, mais il aimait la musique. Donc, il touchait les instruments de son père, qui lui était un chanteur et en même temps un arrangeur, parce qu'il avait un studio d'arrangement. Donc, quand il touchait les instruments de son père le frappait. Et un jour, son père l'a frappé tellement il ne pouvait plus. Il a quitté la maison pour aller dans les rues. Et il est devenu enfant de rue. Mais sa mère était là. Votre Tina Glamour, elle était là. Elle n'a pas été capable d'aller chercher son enfant dans les rues pour le ramener à la maison. Vous trouvez cela normal? Et vous, parmi les femmes là, vous, parmi les femmes, vous qui êtes là, même si tu aimes ton mari, comment? Et que ton mari, si tu n'es pas là, et puis il porte main, et il frappe ton enfant jusqu'à tu reviens, tu apprends que ton époux a frappé toi, ton enfant, même si l'enfant est à vous deux, et qu'il a frappé ton enfant, et pour ça ton enfant est parti dans les rues, il vit dans les rues, est-ce que toi, en tant que mère, tu ne vas pas œuvrer à aller chercher l'enfant dans les rues pour le ramener à la maison? Ou bien chercher une autre famille, si tu as une famille au village ou bien quelque part là-bas, dans une autre ville, tu ne peux pas prendre ton enfant pour l'amener là. Mais Tina Glamour a abandonné Arafat dans les rues. Elle a abandonné l'enfant. Et elle faisait ses choses dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Et l'enfant, c'est-à-dire il s'est débrouillé tout seul pour devenir ce qu'il est. Mais cette haine était en lui. Mais est-ce qu'elle a demandé pardon pour le passé qu'elle a fait subir à cet enfant? Elle n'a même pas demandé pardon. Elle n'a jamais demandé pardon pour dire, Didier Arafat, je reconnais que vraiment je t'ai maltraité dans le passé, j'ai tort. Et peut-être c'était à cause de la jeunesse, je me suis comporté comme ça. Mais je prends conscience maintenant, comme l'âge m'a poussé à voir les choses clairement, vraiment je suis désolé, pardonne-moi. Une mère peut demander pardon à son fils comme un fils peut demander pardon à sa mère. Mais elle ne l'a jamais fait. Au contraire, elle venait maudire l'enfant. Pourquoi? Je suis ta mère, mais toi, ta mère, tu es sa mère. Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant dans le passé? Il faudrait que ça soit clair. Parce que parmi vous, d'autres diront non, quel que soit ce que ton père ou ta mère te feront, on te fera, il faut subir, il faut encaisser. Non, c'est pas comme ça dans la vie. Hein. Quelqu'un te fait souffrir, mais tu n'encaisses pas. Hein. Quelqu'un te fait souffrir, mais tu te casses. Tu quittes la personne qui te fait souffrir. Et c'est comme ça la vie. Que ce soit ton père ou ta mère, la personne te fait souffrir, mon frère, tu pars. Et beaucoup ont abandonné leur famille comme ça. Il y a des enfants qui ne veulent même pas parler leur mère. Parce que, étant bébé, leur mère les ont jetés dans une poubelle. Et c'est d'autres familles qui les ont élevés. Mais quand tu grandis, et qu'on te dit, oui, c'est ta mère biologique qui est là, elle t'avait jeté dans une poubelle, est-ce que tu vas avoir le courage d'aimer ta mère réellement? Mais tu vas la détester durant ta vie. Même si elle te demande pardon, celle qui t'a élevé là, c'est celle-là que tu vas aimer. Tu ne vas pas aimer celle qui t'avait jeté dans une poubelle. Et si tu mourais, mais tu vas la détester, malgré qu'elle est ta mère biologique. Un père qui ne reconnaît pas sa grossesse, toi tu es une fille, tu fais un enfant avec un homme. Tu accouches sur cet enfant. Et ce dernier, il a le culot de dire, c'est pas moi, la grossesse n'est pas moi, cet enfant-là, ce n'est pas moi. Et tout le monde dit, voilà ton enfant bâtard, tu ne connais même pas le père de ton enfant. Et tout le monde t'humilie. Tout le monde doit t'humilier. L'enfant, il grandit. Jusqu'à le père, il ne veut pas reconnaître l'enfant. C'est au moment où l'enfant commence à travailler, il va venir, un bon matin, mon fils ou bien ma fille, c'est mon enfant. Est-ce que l'enfant va aimer ce père-là de la manière il va aimer la mère? L'enfant ne va pas aimer son père. Même souvent, même, il va détester le père. S'il a de l'argent, il ne va jamais vouloir donner à son père. À moins que ça soit un autre enfant, là, il va penser à son père. Mais il passera son temps à détester son propre père. Et c'est comme ça la vie. Voilà pourquoi Arafat détestait sa mère. Parce que sa mère lui a fait mener une vie dure dans son enfance. Quelqu'un qui dort dans les rues. Et si on te tue, tu portes même pas habit, tu n'as pas mangé, tu as mangé, tu n'as pas mangé, la mère elle s'en fout. Elle fait sa vie de loup-gars et tout. Vous trouvez cela normal? Donc elle a déconné. Et c'est encore elle qui avait le culot de venir insulter son propre fils. Mais elle n'a pas un seul enfant, c'est pas Arafat seulement qui est son enfant. Elle a 3 enfants, mes frères. Elle a une fille, 2 garçons. Une fille, 2 garçons. Mais où sont passés les autres? Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler des autres enfants? Non, elle ne parle jamais des autres enfants. Elle ne dit jamais que les autres enfants sont mauvais ou bien. Mais si elle a un problème de maison et qu'elle n'arrive pas à payer son loyer, pourquoi elle ne demande pas aux autres enfants là payer ma maison, la facture de ma maison? Elle n'a jamais dit ça.
Toujours Arafat. Tu ne payes pas, tu t'occupes pas bien. Tes enfants, les autres, là, ils ne sont pas aussi enfants. Ils ne payent pas aussi le loyer. Mais non, comme elle a su qu'Arafat... Mais imaginons, depuis qu'elle avait laissé Arafat dans les rues, si Arafat n'avait pas réussi, est-ce qu'elle allait avoir le courage de faire vidéo pour dire tu ne payes pas mon loyer? Elle n'allait pas le dire. C'est parce que les autres n'ont pas réussi comme Arafat. Elle ne fait pas vidéo pour parler d'eux. Parce qu'elle sait qu'ils n'ont rien. Donc elle ne fait pas vidéo pour parler d'eux, pour dire non, venez payer ma maison. Mais comme l'autre, l'enfant qui avait été rejeté, a réussi, donc elle fait maintenant vidéo, viens payer ma maison. Pourquoi tu me laisses? Je veux un amour profond. Ah, tu voulais cet amour et puis tu avais abandonné ce dernier dans les rues. Tu voulais cet amour et puis tu ne t'imposais pas lorsque son père le frappait. Tu voulais cet amour et l'enfant dormait dans les rues, il ne mangeait pas. Il n'avait même pas de vêtements. Tu voulais cet amour. Voilà pourquoi la fois passée, je l'ai traité de sorcière. Parce que seule une sorcière peut vouloir le mal de son enfant. Mais quand tu as une vraie mère, vraiment ton enfant, tu ne peux jamais abandonner ton enfant. Une maman, c'est une femme qui doit défendre sa mère. Elle va préférer se donner la mort et sauver ses propres enfants. C'est comme ça une vraie maman. Je n'ai jamais vu une maman qui va abandonner ses enfants. Lorsqu'il y a un danger, fuir et laisser les enfants. Non. La mère toujours protège ses enfants. Elle se donne la mort et elle sauve ses enfants. Même que ça soit sur une voie. Quand une voiture arrive et qu'elle a son enfant qui va sur la route, vous allez voir la mère en train de courir, aller chercher l'enfant, sachant bel et bien que la voiture représente un danger. Si ça la cogne, elle meurt sur place. Mais quand même, elle fonce parce qu'elle sait que son enfant est en danger. Elle s'en va porter ses coups à un enfant. Mais toi, une maman qui laisse un enfant traîner dans les rues, on le chasse dans la maison et il ne dort pas. Et toi, tu es à l'aise pendant des années. Ce n'est pas un mois, pendant des années. Il mendiait comme un petit fou. Pendant ce temps, toi, la mère, tu avais l'argent. C'est-à-dire, le père avait l'argent, la mère avait l'argent. Et leur enfant mendiait dans les rues, on dirait un petit fou. Et de là-bas, dans les rues, là, c'est Roland le Benguis que vous connaissez, l'artiste, le Diggy. C'est lui qui a aidé Arafat, pour ceux qui ne savent pas. Son morceau, Jonathan, c'est Roland le Benguis qui l'a produit pour la première fois. Et c'est grâce à ce morceau-là, il a été connu. Il s'est montré aux Ivoiriens ou aux Africains. Et il a progressé. Donc, Roland le Benguis qui a chanté c'est le moment, c'est le moment. C'est lui qui avait aidé Arafat. Bon, sans lui, là, qui allait aider Arafat? Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, votre Tina, là, elle n'a pas donné l'amour à son fils et elle a combattu son propre fils, elle a maudit son fils. Donc, voilà une mère que vous ne devez pas prendre exemple sur elle. Elle n'a pas donné amour à son fils, elle a chassé son enfant. L'enfant a réussi, elle a passé tout son temps à combattre cet enfant à cause de l'argent. Mais aujourd'hui, elle va avoir l'argent. L'argent va être là parce que je vois tous ceux qui vont venir saluer, les grands artistes, les grandes stars. Des gens vont quitter partout, hein, les Nigériens, les Davido, ils seront là, les Drogba, les Eto'o est déjà là. Il allait voir Tina Glamour, les Drogba seront là, les Yaya Touré, les Kadek Keïta, tous ceux-là, ils vont donner l'argent. Elle est contente, hein? Vous pensez qu'elle, ça lui fait mal, ça ne lui fait pas mal. Cette dernière, elle a toujours voulu l'argent. C'est l'argent qu'elle voulait, elle va avoir l'argent. Elle va mettre la main sur les biens d'Arafat, ses voitures, ses motos, son studio de production et tout l'argent qui est dans sa banque. Si jamais Arafat, par malheur, s'il n'a pas fait un testament pour ses enfants, mais non, c'est fini. S'il n'y a pas un testament pour partager ses richesses, non, c'est fini. Elle va mettre tout sur bras, elle va mettre bras sur tout. Et elle va commencer à faire des histoires avec les mères des enfants. Mais s'il y a problème entre les mamans des enfants et elle, elle ne pourra plus donner l'argent. Elle va dire non, elle ne me respecte pas, elles sont insolentes, hein, je ne donnerai rien. Et puis elle va s'asseoir sur l'argent. Pour bouffer ça seule en train de boire les grosses bières. Elle adore la boisson. Elle va commencer à acheter les grosses bières, les grosses bouteilles de vin, de liqueur et se mettre à l'aise. Donc voilà pourquoi je demande à l'autorité si Arafat a des biens dans une banque quelque part en Côte d'Ivoire ou bien à l'étranger, vraiment partager bien ses biens. Parce que cette dame, si vous lui donnez tout, elle ne va même pas partager. Elle ne va même pas partager ça. Elle va créer des isanies entre elle et les parents de ces enfants-là. Et elle va mettre en tout cas une barrière. Partagez bien les biens. Parce que si vous donnez, et ceux qui viennent donner les dons là, n'oubliez pas les parents de ces enfants. Parce que
Ce n'est pas la mère d'Arafat qui va s'occuper. Si elle-même, son propre fils, elle n'a pas pu s'occuper de lui, ce n'est pas ses petits-enfants qu'elle pourra faire quelque chose. Il faudrait que ça donne une leçon de morale. Et ton propre enfant, si tu as été incapable, si tu l'as chassé dans les rues, ce n'est pas l'enfant de ton enfant que tu pourras vraiment secourir, que tu pourras aider. Donc, c'est-à-dire, c'est un avertissement que je donne au gouvernement ivoirien parce que je sais que le gouvernement ivoirien va faire quelque chose. Arafat était ami aux grandes personnalités de ce pays, que ce soit de l'opposition ou le parti au pouvoir. C'est-à-dire, il a des amis partout. Opposition comme parti au pouvoir. Donc, je sais que les opposants, les gens du pouvoir, ils vont tous en faire des dons. Mais en faisant des dons, ne donnez pas tout à sa mère. Pensez aux enfants. Il faudrait que toutes les mamans de ses enfants, parce qu'il a 4 enfants normalement, il y a 3 qui vivent ici, 2 filles qui vivent ici, plus un garçon. Non, 2 garçons qui vivent ici, plus une fille, et la dernière fille qui est née avec la fille avec qui il vivait, ils ont fait une fille. Voilà, donc il a 2 filles, 2 garçons. Il faudrait que ça soit clair. Et donc ces enfants ont 3 mères. Voilà, ces 4 enfants ont 3 mères différentes. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ces 3 femmes-là, elles doivent être là. Vous devez leur donner, si vous donnez, je ne sais pas, 1 million à sa mère, vous devez donner 1 million à chaque femme, chaque femme. Alors, si c'est 1 million que tu as comme cadeau, que tu veux donner, 1 million là, il faut partager ça à 4. Tu donnes un peu à chaque femme, à sa mère et aux 3 autres femmes. Parce que chaque femme a des enfants à élever. Ce n'est pas la mère d'Arafat qui va élever ses enfants. Parce qu'elle-même, elle a été incapable d'élever son propre fils. Donc, comme c'est elle qui a mis son fils au monde, qui a égayé les Africains et surtout les Ivoiriens, elle mérite quelque chose. Mais ne lui donnez pas tout. Puisque ce dernier, avant de mourir, il a laissé 4 enfants. Et ces mamans-là, c'est une mère peut bien élever son enfant. Donc, donnez l'argent directement à ces femmes-là. Mais il faudrait qu'elles soient présentes. 3 femmes, elles doivent être présentes. Il a fait 2 enfants avec un enfant avec voilà, 2 autres. Donc, il y a une qui a donné 2 enfants à Rafat. Et les 2 autres, elles ont fait un enfant. Donc, on sait qu'il y a au moins 2 enfants à nourrir là. Il faudrait qu'elle gagne un peu plus quand même. Parce qu'elle a 2 bouches à nourrir quand même. Je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés, mais c'est la vérité. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que si vous ne faites pas ça, demain là, ne voyez pas les enfants d'Arafat dans les rues pour mendier. Vous allez dire, ah, mais leur papa était une grande star. Non. Parce qu'en Afrique, les gens, ils sont malhonnêtes. Quand ils voient l'argent, leurs yeux commencent à trembler. Ils ne connaissent plus famille. Ils font n'importe quoi. Donc voilà pourquoi j'interpelle l'autorité ivoirienne de bien partager la richesse d'Arafat pour que chaque femme puisse nourrir son enfant, puisqu'elles ont mis au monde des enfants d'Arafat. Et ces enfants-là, vraiment, c'est votre président qui les a accouchés. Il a accouché ces enfants. Donc, il faudrait que ces enfants soient bien nourris, bien logés et tout. Si ces voitures, on ne sait pas combien de voitures il a, mais il faudrait que sa mère prenne une voiture. Chaque femme doit prendre une voiture pour pouvoir conduire ses enfants à l'école. Qu'elle soit en Europe ou pas, mais chaque femme mérite au moins une voiture pour conduire ses enfants à l'école. Mais c'est normal, c'est logique. Donc, on laisse maintenant du côté d'Arafat et tout. Venons sur Soro Guillaume. Soro Guillaume, encore toi, Soro. Mais je n'ai jamais compris ce monsieur qui ose menacer tout un gouvernement ivoirien. Soro, vraiment, tes cuits sont durs. C'est la première fois de voir un gouvernement menacé par quelqu'un qui est opposant, mais que le gouvernement est incapable d'interpeller et poser des questions. Or, pourtant, si c'était d'autres personnes, ce gouvernement allait s'acharner sur ces derniers-là. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le gouvernement ivoirien fonctionne ainsi? C'est-à-dire, je prends un exemple.
on doit parler de Soro parce qu'il menace le gouvernement. Il dit d'ici le mois prochain ou ce prochain, quelque chose va se passer dans le pays. Là. Bon, imaginons si c'était quelqu'un de l'opposition, en dehors de Soro Guillaume, qui tenait ses propos, mais il y a longtemps. Imaginons que Kone Katina, depuis Ghana, il tenait ses propos. Imaginons que Damana Pikas, depuis sa cachette, il tenait ses propos. Mais il y a longtemps, le gouvernement ivoirien allait lancer un mandat d'arrêt contre ces gens-là. Ils allaient dire à ramener-les en Côte d'Ivoire parce qu'ils préparent un coup d'État. Ils veulent faire un coup d'État. Ils veulent nous déstabiliser. Ils allaient lancer un mandat d'arrêt automatiquement. Ils allaient négocier avec le gouvernement ghanéen pour dire, ils n'ont qu'à envoyer ces gens-là, qu'ils sont un danger pour l'État, ils sont un danger pour le gouvernement ivoirien pour pouvoir être entendus parce qu'ils préparent un coup d'État là-bas. Si c'était je pense, par exemple, si c'était Blé Goudé qui était caché quelque part, qui tenait ces gens de propos, ils allaient automatiquement rentrer en contact avec tout le monde pour dire rapatrier Blé Goudé immédiatement parce que c'est un danger, il veut faire un coup d'État. Mais quand c'est Soro, non. Il n'y a aucune inquiétude, personne ne l'interpelle, il est là, il est à l'aise. Là, c'est Soro. Mais pourquoi vous faites en 2 poids 2 mesures? Voulez-vous que la loi soit équitable pour tout le monde? Ou bien voulez-vous que d'autres soient au-dessus de la loi et d'autres en dessous de la loi? Question. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand Soro il parle, il menace, il motive des mutins et tout pour prendre les armes. Là, c'est Soro, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit des autres, non, automatiquement, vous les accompagnez à la maca. Je suis vraiment étonné de voir un gouvernement pareil se comporter ainsi. Soro, depuis Paris, il est là, il dit non, le mois prochain ou ce prochain, quelque chose va se passer dans le pays. Là. Si la CEI n'est pas réformée, il n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui tient ce genre de propos, il compte sur quoi? Il est assis sur quoi pour pouvoir tenir ce genre de propos? Et pourquoi menacer tout un pays? Parce que ces menaces mettent en danger la vie de tout un peuple. Mais le gouvernement ivoirien est incapable d'appeler Soro et lui demander. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est Koua Justin ou qui que ce soit, qui avait dit son caïsson est gros, sinon il n'y a rien, il avait tenu des propos. Mais les juges de Côte d'Ivoire l'avaient appelé pour dire que s'ils ne viraient pas leur argent sur leur compte, eux, ils allaient descendre sur Abidjan. Mais est-ce que vous savez que Alassane a failli démissionner? Vous ne savez pas. Alassane a failli démissionner parce qu'il était étonné de voir les nordistes ont manifesté et contesté son pouvoir. Parce que lui, il se disait que tout le monde pouvait faire ça, mais les gens du Nord, ils ne pouvaient pas se révolter contre lui. Mais quand il les a vus se manifester, se révolter, il était étonné, il était déçu, il voulait quitter le pouvoir. Il voulait quitter le pouvoir en 2017, là, où les mutins faisaient leurs zizanies. Là. Mais c'est Soro qui était caché en bas. Surtout ceux qu'ils ont arrêté, où il avait caché des armes chez lui. Il a été conduit à la Maca et tout. Surtout Soul a dit la vérité. Il a demandé pardon, il dit c'est Soro qui l'avait envoyé. Nous avons des docs ici. Et que lui, il n'y a pour rien. Il a vraiment demandé pardon. Mais ils l'ont initié. Mais le gouvernement n'a pas été capable d'appeler Soro pour lui dire mais ce que Soul dit là, est-ce que c'est vrai? Non. Comme c'est Soro, c'est légal. Ils l'ont laissé. Mais imaginons que c'était un autre Ivoirien qui n'était pas Soro, qui était de l'opposition, qui faisait ce genre de choses. Mais ils allaient dire qu'il est condamné à 20 ans de prison parce que tentative de coup d'État. Il a gardé des armes de façon illégale chez lui. Ils allaient condamner ces gens-là. Même s'ils arrêtent un individu qui, par la suite, il cite d'autres individus, ils allaient arrêter tous ceux qu'il a cités, plus lui-même. Ils allaient dire 20 ans de prison. Mais comme c'est Soro et son groupe, qui possédaient des armes, qui voulaient déstabiliser le pays, qui ont utilisé les mutins pour essayer de semer des troubles en Côte d'Ivoire. Et dans ça, il y a d'autres qui sont morts. L'économie s'est bloquée à un moment donné. On a perdu des millions, sinon que des milliards à des jours. Mais cela n'a pas inquiété le gouvernement ivoirien à laisser Soro et se pavaner n'importe où. Mais quand c'est d'autres Ivoiriens, là, le gouvernement ivoirien s'acharne sur eux. J'aime bien Alassane. J'aime ce qu'il fait, j'aime le progrès qu'il apporte en Côte d'Ivoire, mais le côté judiciaire, je ne suis pas d'accord avec lui parce que la justice ne fonctionne pas bien en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit équitable pour tout le monde. Tu déconnes, quelle que soit ta tête que tu possèdes,
quel que soit ton visage, tu déconnes, on doit te ramener à l'ordre. Tu fous le bordel, on te conduit à la maca. On ne peut pas tolérer parce que, oui, tel s'appelle tel s'appelle tel, donc il est intouchable dans le pays-là. Mais c'est ça qui donne les ailes à certaines personnes. Si Soro, il menace le gouvernement aujourd'hui et il dit non, le pays-là, il n'aura pas la paix là-bas tant que la CEI ne sera pas modifiée et que d'ici, nous sommes en août, non, août, octobre, novembre, non, août, septembre, il dit septembre, octobre, quelque chose va se passer au pays là-bas. Mais si il se permet de tenir ces genres de propos et quelqu'un dit, ah, mais les propos que tu tiens comme ça là, mon président, est-ce qu'ils ne vont pas t'arrêter? Il dit, moi dans le pays là, qui va m'arrêter? On se connaît, qui va m'arrêter? Et il tient ce genre de discours guerrier. Et bon, il n'est pas inquiété, il va rentrer en Côte d'Ivoire paisiblement, sans être interpellé pour dire, Soro, viens nous éclairer. Tu dis que quelque chose va se passer, quelque chose qui va se passer, mais il faudrait qu'il soit attendu par les juges de Côte d'Ivoire. Il doit éclairer les Ivoiriens. Quelque chose qui va se passer là. Ah, tu vas prendre les armes, tu veux encore faire coup d'État, tu veux faire une guerre, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Sur quoi tu te bases et puis tu dis il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire? Ah, tu veux encore prendre les Kalachnikov? Viens nous éclairer sur ça. S'il n'arrive pas à éclairer bien les Ivoiriens et qu'il part de gauche à droite, on le fout à la maca. C'est pas parce qu'on lève l'immunité parlementaire et on le conduit à la maca. C'est pas parce qu'il est député, il va se permettre n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, le gouvernement ivoirien n'a qu'à porter ses couilles. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Vous voulez diriger un pays, mais dirigez le pays en bonne et due forme. Ne faites pas des faveurs à d'autres et condamnez d'autres. Non, c'est pas comme ça une république. La république doit se faire respecter. Quiconque commet une voyousie dans une république doit assumer. Quel que soit ton nom que tu portes, ton passé, on s'en fout. Gbagbo a été conduit à la CPI. Malgré ça, il a été un président de la République de Côte d'Ivoire. Cela n'a pas empêché l'autorité ivoirienne de le conduire à la CPI. Soro, il n'a jamais été président. Il fout la main de on le conduit en prison. Il n'est pas plus important que les autres politiciens en Côte d'Ivoire. Il n'est pas important que Alassane. Il n'est pas important que Gbagbo. Il n'est pas important que Blé Goudé. Il n'est pas important que Henri Konan Bédié. Il n'est pas important que les Gueye Robert. Soro est un citoyen ivoirien. Avant d'être un politicien, il est d'abord un citoyen. Donc, quiconque fout la merde dans le juge sur la base du citoyen. On ne peut pas dire, bon, comme il est un politicien, on va lui laisser faire n'importe quoi. Non. Il faudrait que le gouvernement ivoirien respecte les choses. C'est comme ça les artistes de Côte d'Ivoire. C'est comme ça aussi le gouvernement ivoirien donne le favoritisme à certains artistes qui se permettent de frapper les enfants des gens, qui se permettent de faire n'importe quoi, mais comme ils sont stars, bon, on ne les arrête pas, on ne les condamne pas. Et c'est ça qui conduit nos stars à la mort. Parce qu'ils se sentent tout permis, ils peuvent conduire n'importe quoi. Et c'est ça même qui a tué Arafat. Parce que dans le pays, là, il se sentait intouchable. Tu portes plainte contre lui, il va négocier, il va manager, les hommes politiques vont influencer sur les dossiers et ça ne va nulle part. Donc, il se permettait de faire n'importe quoi. Et c'est ça. Le maire pouvait dire quoi? Je comprends maintenant, parce que le maire de Cocody va dire quoi? Si Arafat a un ami comme Ahmed Bakayoko, tu as dit quoi, toi, maire? Tu menaces Arafat, il va appeler son ami, le ministre de la Défense va dire, hey, tu touches à mon petit là, je vais voir le président, on va te chasser. Hein. On va tout faire, tu vas dégager de la mairie. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent encore exercer leur métier tranquillement? Donc, ils sont obligés de laisser les États du Côte d'Ivoire qui ont des liens avec le gouvernement, des hommes politiques, de faire n'importe quoi. Et leur n'importe quoi là, ça leur conduit à la mort. Et quand ça leur conduit à la mort, c'est tout un continent qui souffre. Et c'est ce qu'ils oublient. Donc, à un moment donné, le gouvernement doit porter ses couilles. Est-ce que vous comprenez? Ne favorisez pas que la personne soit une star ou pas. Que la personne soit un politicien ou pas. La personne déconne, vous remettez la personne aux ordres. Ne favorisez pas les gens. Parce que quand vous faites ça, ça leur donne des galons. Et les galons font que ces gens-là, ils se comportent n'importe comment dans la société. Et leur comportement conduisent à certaines tragédies. Et quand les tragédies arrivent, mais c'est tout un continent qui souffre, c'est tout un peuple qui souffre.
Donc, j'aimerais que le gouvernement ivoirien revoie son fonctionnement. Nous vous aimons pour ce que vous faites, les travaux et tout, mais le côté social et juridique, non, vous n'êtes pas encore à la hauteur. Revoyez ce côté-là. C'est ça qui vous échappe. Oui, le côté social. La politique sociale n'a pas encore réussi en Côte d'Ivoire. Et la politique de la justice n'a pas encore abouti à quelque chose de positif en Côte d'Ivoire. C'est ça qui échappe au gouvernement. Revoyez ces deux côtés-là et vous allez vraiment avoir de vraies cartes en main pour pouvoir gagner les élections en 2020. Et j'aimerais vous prévenir. Jouez avec Soro. Je vais vous dire quelque chose. Gbagbo, quand Bédi a croisé Gbagbo, Gbagbo a dit qu'il ne veut pas que dans sa coalition, là, Soro fasse un parti. Est-ce que vous comprenez? Lui, sa coalition est Bédié. Là. Il ne veut pas que Soro soit là-dedans. Parce qu'il a été doublé par Soro. Donc, il ne veut plus faire de coalition avec Soro. Donc, comme le FPI et le PDCI se sont mis d'accord sur ça, Soro, il sait qu'il est isolé, alors il se déclare maintenant ouvertement candidat aux élections présidentielles de 2020. C'est ce qu'il a dit. Donc, ce n'est plus un doute pour lui, il sera candidat. Mais Soro, en même temps, il est conscient et il sait qu'arrivé en 2020, dans les urnes, il n'aura même pas 15%. Il sait qu'il va échouer dès le premier tour. Mais qu'est-ce qu'il veut? Soro, il a une seule vision, participer aux élections, apporter des conflits, c'est-à-dire apporter le désordre, et dans le désordre, profiter pour prendre le pouvoir. Maintenant, dans le désordre, il va mettre les enfants des gens dans les rues. Il sait et il est conscient que certains pro-Gbagbo, toujours, ils n'ont pas encore cautionné cette... ils n'ont pas encore enlevé cette haine dans leur cœur. Ils n'aiment pas la tête d'Alassane. Ce n'est pas le RADP qui les énerve, mais c'est Alassane qui les énerve. Ceux-là, ils sont prêts à se donner la mort. Ceux-là, ils sont prêts à rentrer dans le feu. Et Soro, il veut jouer sur ça. Il veut les utiliser pour les mettre dans les rues. Et quand le gouvernement va riposter, il aura mort d'homme. Et quand il aura mort d'homme, la communauté internationale va commencer à crier. Oh, le gouvernement tue sa propre population. Le gouvernement tue sa propre population. Les Trump vont voir ça, automatiquement, ils vont réagir. Quand il va tweeter, il va dire, oh, le gouvernement, c'est un gouvernement dictatorial, embargo. L'Amérique, mais vous le savez, lui, il ne va pas à l'ONU pour mettre embargo. Hein. Il prend ses décisions unilatérales. Hein. Et il s'en fout de Macron. Lui, il s'en fout de la France. Il s'en fout du monde entier. Il prend ses décisions seul. Hein. Il va dire, n'utilisez plus le dollar. En Côte d'Ivoire. Et on fait comment pour vendre cacao? Si le dollar n'est plus utilisé, vous savez combien ça va faire truc? Ce monsieur, il est truc. Donc, c'est ce que Soro, il veut s'aimer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que militairement, il ne peut pas prendre le dessus. Il va mettre les gens dans les rues. Vous savez, les policiers, les armées naturelles hein, de l'Afrique sont tellement violentes envers leur propre peuple. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc, quand l'armée va réagir, il aura mort d'hommes. Et ces morts d'hommes-là, Soro va maintenant demander à ses cyberactivistes et il va rentrer en contact avec certaines chaînes internationales pour faire la propagande. Pour faire la propagande, eh ben, c'est ça qui paye, hein, la propagande. Ils vont faire la propagande pour dire oui, le régime d'Alassane est un régime dictatorial, ou bien le RADP tue les gens, tue son propre peuple, donc on ne veut plus coopérer avec le RADP. Nous mettons embargo comme ça. Et Trump va dire, bon, il n'y a plus crédit du FMI. L'Amérique ne veut plus que la Côte d'Ivoire utilise le dollar. Trump va commencer à menacer. Quitte le pouvoir, sinon on vous bombarde. Il aura une intervention militaire. De la manière ça se passe au Venezuela, il met embargo seulement. Il étouffe, il étouffe. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, si on nous étouffe 2 fois 2 mois, vous pensez que ceux mêmes qui supportent le RADP, là, eux-mêmes, ils vont commencer à fuir. Ils vont dire, oh, mais il faut quitter le pouvoir. C'est eux-mêmes qui vont se révolter. On connaît Noir. Noir, il n'est pas garanti. Ils peuvent faire bouche, mais quand c'est chaud, c'est lui-même qui fuit encore. Il dit, oh, mais il faut quitter, ils vont lever l'embargo. L'homme a faim, l'homme a faim. Et ce sont ces mêmes-là qui vont combattre leur propre parti. Et c'est la stratégie de Soro. Voilà pourquoi je demande au gouvernement ivoirien de ne pas donner le lait à Soro. Relancer les dossiers de Soul. Relancer ça. Il faudrait qu'il éclaire les Ivoiriens. Il faudrait que tous ceux qui ont été impliqués là-dedans soient interpellés pour être jugés et condamnés. Mais si vous laissez Soro, vous pensez que oh, c'est un adversaire faible. Non, ce n'est pas sur le plan militaire seulement qu'il peut gagner. Hein.
il y a plusieurs stratégies pour gagner quelque chose. Il va vous pousser à tuer le peuple. Et lui, maintenant, il va vous mettre devant les faits accomplis. Et c'est la communauté internationale elle-même qui va vous combattre. Vous savez, Trump, lui, il n'a pas ami. Hein. Il n'a pas ami. Il menace même la France, il va tasser la France, il menace tout le monde. Lui, il s'en fout. Hein. Il s'en fout de dire, non, c'est Macron qui est là, il va négocier. Lui, il ne négocie pas hein, ce genre de trucs. Hein. Lui, là, il prend ses décisions seul. Il ne va pas à l'ONU, il ne respecte même pas le droit international. Lui, il est là un bon matin, ça pique dans sa tête, il tweet. Il va faire un tweet. Il va... Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Ne pensez pas que tout est bouclé. Ne jouez pas à Soro. Parce qu'il est dans une stratégie. Il y a longtemps, Soro allait frapper le régime ivoirien. C'est parce que les cyberactivistes sont là, ils alertent toujours quand le danger est là, ils préviennent. Et donc, ça affaiblit le coup de Soro. Ça fait que Soro ne va pas au bout. Il est fâché contre les cyberactivistes. Il est fâché même. Parce que quand il donne des secrets à certains de ses amis, pour dire on va faire comme ça, ce sont ses propres amis là qui donnent des informations à d'autres, eux, maintenant ils nous envoient ces informations, nous on dénonce. Et quand on dénonce, ils disent oh mais merde, ils ont gâché notre plan. Et donc ça fait que ces opérations n'aboutissent pas. Il est fâché, mais il peut rien. Il peut rien parce qu'on le dénonce. Mais c'est vous, le gouvernement, nous on vous donne des infos et c'est vous qui êtes là dormir. C'est vous qui êtes là dormir. C'est vous qui êtes là dormir. On dit quand tu dors pour toi, dors. Restez là dormir. Hein. D'ici, il va vous surprendre. C'est comme ça que Gbagbo a dormi. Il a dormi jusqu'à le petit là l'a surpris. Je vais vous dire les dernières heures ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé les dernières heures. Gbagbo et Soro, ils avaient signé un pacte. Parce que la crise de 2010 et tout, c'était une histoire d'Alassane Ouattara. Que sa candidature était vraiment truc. C'était une histoire d'Alassane Ouattara. Donc Gbagbo et Soro avaient signé un pacte. C'est-à-dire si Alassane perdait les élections en 2010, par la suite, ils allaient traquer Alassane, il allait quitter le pays et Soro allait prendre le devant du RDR. C'est ce qui avait été conclu comme accord. Mais malheureusement, il y a eu une mésentente. Non, je dis une mésentente. Malheureusement, cela n'a pas abouti parce que Alassane était vraiment déterminé dans ses actions. Et donc, suite à ça, suite au résultat, chacun disait qu'il avait gagné. Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'au nord là-bas, n'oubliez pas, les membres de Soro Guillaume ont battu campagne pour Gbagbo. Pour tous ceux qui nous regardent, ils savent. Soro Guillaume était du côté de Gbagbo. Voilà, ne nous voilons pas les yeux. Soro Guillaume était du côté de Gbagbo. Soro Guillaume, ces éléments ont battu campagne au nord pour le FPI, sinon que la LMP. Et donc, quand les résultats vont venir, Soro avait les résultats. Il s'est déplacé, il allait au palais présidentiel à la résidence de Gbagbo. Il a dit à Gbagbo, voici les résultats, mais en une condition, tu me reconduis comme premier ministre encore. Et je me mets de ton côté. Nous allons combattre ensemble. Donc, c'était ça la proposition de Soro. Lui, il voulait le poste de premier ministre. Il voulait encore que Laurent Gbagbo le renomme comme premier ministre. Mais autour de Gbagbo, il y a des gens qui se sont opposés, qui ont dit, mais Soro, non, 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 nous on ne veut pas. Gbagbo ne va pas te nommer premier ministre encore parce qu'au nord là-bas, tu n'as pas su veiller sur la sécurité et c'est-à-dire nos militants ont été chassés dans les bureaux de vote. Ils les ont matés, donc tu n'as pas pu remplir ton devoir. Donc Gbagbo ne te nommera pas premier ministre. Donc Gbagbo a dit à Soro, va, je vais réfléchir et je te rappelle. C'est dans ça Soro a négocié, il s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe. Parce que à l'hôtel du Golfe, Alassane lui a dit oui, le poste de premier ministre, j'accepte. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, il cherchait un poste de premier ministre. Il a négocié ici, les gens ont dit non. Il va là-bas, on dit oui. Si tu lui donnais les garanties pour dire Soro, tu deviens premier ministre, automatiquement Soro se mettait à tes côtés. Voilà pourquoi quand Alassane a pris le pouvoir, il a été d'abord nommé premier ministre. Mais comme Alassane le connaissait, il a tout fait pour le ramener jusqu'à président de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à il a fait sortir. Parce qu'il ne pouvait pas dire non, je ne vais pas comme ça. Donc il fallait doucement, doucement pour l'écarter. Parce qu'Alassane, il était au courant que Soro n'était pas sincère. C'est quelqu'un, il est comme ça. Il est comme ça. Il peut être avec toi. Quand l'autre lui propose bien, mais il peut te poignarder pour aller chez l'autre. Et c'est comme ça il est.
Donc, lui, d'abord, il regarde son ventre. Ne jouez pas avec lui. Je vous ai prévenu. Ne regardez pas l'armée, le défilé militaire que vous avez fait. On a une armée forte, on ne peut rien, il ne peut pas faire coup d'État. Et laissez votre histoire de truc, on a une armée forte. Voilà en Turquie. La Turquie a une armée forte. Mais si les Russes n'avaient pas aidé les Turcs, Erdogan, là, les Turcs ils allaient faire un coup d'État sur lui. Oh, pourtant, ils ont une armée forte. Vous pensez qu'avoir une armée forte, ça suffit? On n'a pas encore une armée forte et puis vous êtes là, tout est verrouillé. Ne jouez pas Soro. Hein. Erdogan, je prends l'exemple de la Turquie. La Turquie, Erdogan allait mourir. Si le service secret russe, on n'avait pas prévenu Erdogan pour dire que dans les 4 heures à venir, si tu ne quittes pas ton palais présidentiel, ils vont t'abattre. Il n'allait pas s'échapper. Ils allaient le tuer. Et quelqu'un d'autre, lui qui est en Amérique là-bas, fait Gulen quelque chose, ils allaient le prendre pour l'amener en Turquie. Il allait dire, bon, je fais la transition à la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Oh, pourtant, ils ont une armée forte. Hein. Ils ont un bon service de renseignement. Mais ce service de renseignement était là, n'a rien vu. Et c'est un autre service de renseignement qui a su ça, qui a prévenu l'autre service de renseignement pour dire, dites à votre président de faire tant. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, on a un service de renseignement puissant? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ne rigolez pas, hein? Faites attention à Soro. C'était une prévention et ne dites pas que, vous savez, les Noirs ne sont pas garantis. Quelle que soit l'armée que vous voyez là, c'est rempli de traîtres. Ce que tu peux dire, c'est ton homme de confiance et vers la veille, il te trahit, mon frère. Les traîtres, une armée forte remplie de traîtres n'est pas une armée forte, devient une armée faible. Est-ce que vous avez compris le message? C'est-à-dire, des gens, on peut vous armer, vous donner les matériels nécessaires pour dire, vous voyez même les matériels, vous êtes fiers. Mais ceux qui vont tenir ces matériels en main, s'ils sont des traîtres, votre armée ne sera rien. Parce qu'ils vont prendre ces matériels, ils vont donner ça à l'ennemi. Et l'ennemi va prendre ces mêmes matériels que tu as acheté là pour te combattre, mon frère. Si tu veux là, il faut payer des chars blindés, des avions, des bombardiers et tout. Lui à qui tu vas donner ces matériels pour aller combattre. Si c'est un traître, il prend, il donne ça à l'ennemi. Et l'ennemi, il prend ça, il te combat. Tu vas faire quoi? Tu vas, il m'a trahi, il m'a trop tard, mon frère. Et tes propres armes, ils vont prendre ça pour te mater. Donc, ne faites pas confiance aux Noirs. Est-ce que Gbagbo avait imaginé un instant que Magou allait se retrouver dans une ambassade? Yawa. Quelle confiance. Est-ce qu'il avait imaginé que Gaby Point allait se retrouver à l'hôtel du Golfe? Est-ce qu'il avait imaginé un instant que Kassaraté allait porter un petit chapeau? Voilà l'hôtel du Yawa. Faites attention. On ne fait pas confiance à quelqu'un à ça pour ça. Un traître ne peut jamais te montrer qu'il est traître. Il va te faire croire qu'il est fidèle, il est loyal et tout. Mais c'est à la dernière minute, tu es surpris, mon frère. Tu dis donc, il était infiltré trop tard. Donc, en fait, attention. Ne regardez pas l'armée pour dire on est fort. Non. Cette armée peut être là. Vous avez mis des gens, vous dites, ah, c'est nos gars. Mais ça dépend de lui qui va lui proposer des millions pour dire, mon frère, tiens, avance. Si tu réussis ton coup, on te donne le reste. Vous ne pouvez pas nous dire, ces militaires, ils sont payés à 1 million par mois. Hein? Vous pensez qu'ils sont payés 1 million par mois? Ils ne sont pas même payés à 1 million par mois. Et imaginons quelqu'un qui dit, bon, mon frère, si tu quittes les rangs pour nous rejoindre, voilà ce qu'on te propose. Et vise ça sur son compte. On dit, il faut trahir. Prends les armes qu'ils vont te donner pour combattre là. Tu envoies ça dans notre camp. Mais vous allez les voir, ils vont pourrir les armes à la main pour aller rejoindre Soro. Yawa. Ils vont dire, Soro, on s'est rallié. On va combattre Ouattara. Et dans ça, c'est dur parce qu'ils ont reçu la même formation. Donc ça sera une opposition vraiment rude et dangereuse. Donc, Noirs, ne sous-estimez pas les Noirs. Ils sont numéro 1 dans traîtrise.
Est-ce que vous comprenez? Les leaders qui se disent panafricains, là, ils ont compté sur leur peuple, mais vers la fin, c'est sur le même peuple qui les... C'est même peuple qui les ont trahis. C'est ce même peuple qui les a trahis. Mes frères, ne comptez pas sur quoi que ce soit. Avec l'histoire des Noirs, ne regarde pas l'armée pour dire les forces c'est bouclé. Non, rien n'est bouclé. Tout est possible. Ne minimisez pas Soro. Ah, j'aurais déjà prévenu les gens. Ne minimisez pas Soro. Parce que si vous le minimisez, vous allez regretter trop tard. J'aime ce gouvernement pour son travail qu'il fait. Mais si ce même gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités, pour regarder le cas de Soro, et que demain, le pire arrive à nous les cyberactivistes, on vous aurait déjà prévenu. On vous alerte, mais vous ne voulez pas écouter. À vous de voir. Soro, il est dangereux. Ne le minimisez. Babo l'a minimisé vers la fin, il a regretté. Ouattara le minimise vers la fin, il va regretter. Soro, il veut la présidence. Il est fatigué du poste de premier ministre. Maintenant, il veut gouverner. Yawa. Non, 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 non. Je rigole parce que ça me fait... Il faut mettre un peu de l'humour pour faire passer le message. Mais c'est un message très sérieux. C'est un message sérieux. Mais il faudrait que le gouvernement arrête de dire Soro, il n'est rien, il peut faire quoi, c'est comme ça. Vous minimisez les gens et vers la fin, vous regrettez. Babo, à son temps, il a minimisé la rébellion. On peut faire quoi, rébellion, on peut faire, on voit vos dos, on voit, et vers la fin, on a vu ce qui s'est passé, mes frères. Rien n'est bouclé, oh. Rien n'est bouclé, réveillez-vous. Vous pensez que c'est-à-dire quand les gens ils se vendent des illusions, tout est bouclé, tout est bouclé. C'est vers la fin, ils se rendent compte que non, rien n'est bouclé. Mais c'est déjà trop tard. Faites attention. Trump, il est bizarre. Trump, il n'est pas ami de quelqu'un. Je vous le dis. Trump n'est pas ami d'Alassane Ouattara. Ne pensez pas que non, Alassane est là, il est connu. Non. Trump, il n'est pas ami d'Alassane. Détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous. Ah oui, il faudrait que les gens le sachent. Même les Français qui ont un lien très profond avec les Américains, là, Trump ne leur donne pas le lait. Les Allemands, ils donnent pas, ils tapent partout, mes frères. Trump n'a pas d'amis. Lui, ça monte dans sa tête. Quand il touche seulement, il est sur toi. Donc, ne pensez pas qu'à la fin, il est trop puissant et que sa femme est... Non, 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 non. Oubliez ça. Oubliez ça. Voilà la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN, mais Trump, il ne donne pas le lait à Erdogan. Il ne donne pas le lait à Erdogan. Il ne donne pas le lait à Emmanuel Macron. Il dit Emmanuel Macron n'est pas intelligent. Un président qui est arrogant comme ça. Il insulte Angela Merkel. Il insulte tous les présidents de l'Europe. Vous pensez que c'est un président africain? Il va avoir compassion pour lui. Il va avoir pitié. Vous rigolez, mes frères. Trump, il ne joue pas. Après ça, je vous demande de faire attention. Faites attention. On ne sait jamais. Donc, en fait attention. Je pense que j'en ai déjà fini. Demain, ceux qui aimeraient faire des vidéos dans ce sens pour interpeller le gouvernement sur le cas de Soro Guillaume, vraiment, je vais leur dire merci. Soro la Kalash, on ne veut plus de Kalash en Côte d'Ivoire. Soro Yaya, gouvernement, portez vos couilles. On ne veut plus mort d'homme. Arafat, on n'a pas encore fini de purer Arafat. Soro, il est là mobiliser les armes pour faire encore coup d'État. Eh, Soro, ceux qui n'ont pas encore connu, lui-même dans son truc, hein, c'est-à-dire sa conférence qu'il a fait ici à Paris, là, il a tenu un discours. Je voulais vous faire écouter le discours. Il a dit, lui, il n'a pas changé. Lui, Soro, il n'a pas changé. Et que ceux qui pensent qu'il a changé, c'est ceux-là qui ne le connaissent pas. Il a tenu ce discours-là. Il dit, il a son esprit de l'université qui portait là. Ça y est, toujours en lui. Oh. Est-ce que vous comprenez? Il a dit que ceux qui pensent que lui, Soro, il a changé là, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Qu'il a été toujours fidèle à son esprit d'étudiant depuis l'université. C'est cet esprit-là qui le guide.
Quand il dit c'est non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il doit te combattre, il te combat. Il a tenu ce discours. Et vous le minimisez. Vous pensez qu'un rebelle, c'est facile de changer. Soro, il a eu sa richesse dans la violence. Vous pensez qu'il va laisser la violence pour amener la lucidité? Non, c'est la violence. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, un trafiquant, qui fait trafic de drogue. Si dans le trafic qui t'a rendu riche, tu penses que tu vas laisser ça comme ça? Non, mais c'est pas facile, mes frères. C'est comme quelqu'un qui fume un bon matin, il faut laisser la cigarette. Vous pensez que c'est facile à laisser? Un rebelle qui a nourri l'esprit de rébellion pendant longtemps, des années. Et un bon matin, Soro, pour laisser, il ne faut plus faire. Mais ça brûle son cœur. Soro ne peut pas permettre que Amadou Gon Coulibaly devienne président devant lui. C'est ça, c'est ce mal-là qui me ronge. C'est-à-dire, lui, devant son nez, il a fait tout. D'après lui, il dit, il a fait tout pour Alassane. Et maintenant, Alassane part. Et il va nommer, c'est-à-dire, il va nommer quelqu'un comme candidat du RADP. Et ce dernier va être soutenu par les militants du RADP. Et devant lui, ce dernier va prendre le pouvoir. C'est ça, lui, Soro, il ne veut pas. C'est ça, il ne veut pas. Il dit, lui, il ne veut pas. S'ils doivent en découdre, ils vont en découdre. Niawa Soro, il est bête. Hein? Il dit, il ne veut pas. Il peut pas laisser la présidence pour que Amadou Gon Coulibaly s'asseye là-dedans. Et après, Alassane, c'est lui. Niawa. Et c'est dans ça, vous jouez doucement. Soro, c'est un vrai petit dictateur qui est là. Vous le minimisez, mais il n'a qu'à prendre le pouvoir. Vous allez marcher sur la mer pour courir parce qu'il va vous traquer, non? On vous prévient, Soro, s'il prend le pouvoir, il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. C'est un petit dictateur, lui-là. Pouah. Et puis, il ne va jamais vouloir quitter le pouvoir. Il va changer la constitution qu'Alassane a mis pour dire tu as droit à 2 mandats ou bien quoi là. Il va changer. Il va dire président éternel. Vous rigolez, Niawa. Soro, il n'a qu'à venir, il va changer la constitution. L'histoire de 2 mandats, il s'en fout. Il va violer les règles de, je ne sais pas, la CEDEAO, 2 mandats. Pour pas, lui, il va dire les jeunes. Il est jeune et qu'il y a des présidents qui sont vieux que lui qui gouvernent. Et donc, pour lui, là, ce n'est pas grave. Il va changer tout. Et il va rester au pouvoir pendant longtemps. Quiconque s'opposera à lui le sentira. Saura de quel bois Soro. C'est sûr, son cuir. Ce n'est pas bouclé, mes frères. Rien n'est bouclé. Détrompez-vous. Il y a un grand jeu en cours. Donc, c'était l'incontournable guerre complet. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire. Hein? Et Yako, à tous ceux qui sont maîtrisés, à tous ceux qui sont maîtrisés par rapport à la mort de notre leader, de notre monument Arafat Didier, parce qu'il est le leader du coupé décalé, qu'on veut ou pas. Donc, c'est un leader à nous tous. Voilà. Que son âme repose en paix. Qu'il soit à la droite du Père, pour qu'il profite des biens du paradis. C'était Guégué complet en ensemble. Big up à tous et à toutes. Ciao.